Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Parlons droits humains. Comme vous le savez, c'est une émission qui consiste à recevoir un invité pour échanger sur une thématique donnée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un thème qui vous intéressera certainement, la corruption en lien avec l'insécurité. Et je cite tout de suite le thème « Bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans un contexte de crise sécuritaire ». Voici le thème de ce jour. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Luc Yuluka Damiba. Il est expert anti-corruption pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Vous êtes une référence en matière de lutte contre la corruption. Quel est l'état des lieux de ce phénomène? On peut dire en deux temps, dans les pays en crise comme au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad, on peut dire que la corruption a un état catastrophique parce que quand il y a crise, toutes les conditions sont réunies pour que tous les prédateurs s'y accourent pour vendre des armes, pour trafiquer des drogues, des produits stupéfiants, l'or, les produits du pays. C'est l'occasion rêvée pour tous ceux qui avaient des hésitations de venir maintenant, ou même les acteurs locaux, de s'organiser en bande, en mafia. Donc on est face, dans ces états fragiles-là, à ce qu'on appelle la prédation de l'État, la captation de l'État. Les gens captent toutes les ressources de l'État pour des intérêts privés. Et donc, nous sommes à cette phase-là pour le Burkina, pour le Niger, pour le Mali et bien sûr le Tchad, bien sûr d'autres pays qui sont dans une période de crise. Surtout quand c'est une crise multidimensionnelle. Là, on a une crise sécuritaire, nous on a ajouté une crise politique, il y a une crise sociale qui est là et donc tous ces plus la crise économique qui était déjà là avant que toutes ces crises n'arrivent. Donc quand vous avez 4 crises comme ça qui sont cumulées, il est évidemment que ça donne le cocktail propice, un terrain fertile pour toutes les formes de corruption possibles qu'on a dans le monde. Et comme je vous ai dit, trafic d'armes et tout ce qu'il y a, criminalité organisée, tout est là, tout est réuni. Parce que c'est le crime, la corruption, on peut dire que c'est le mot faible, mais dans le langage scientifique, on parlera de criminalité économique. Parce que les gens s'approprient de tout ce qui est pour l'État, pour d'autres individus, pour eux-mêmes. Donc il y a une petite mafia qui prend tout à leur compte. Je sens que le débat ou les échanges seront vraiment intéressants. Mais quelle définition peut-on donner au mot corruption? Bon, le mot corruption, dans un langage le plus simple, c'est de s'approprier des biens, de l'argent, de toute autre forme de fonction dont on n'a pas droit. On peut dire simplement comme ça. Dont on n'a pas droit et au détriment de l'intérêt général. Et donc, dans la corruption, on a 4 acteurs. Et généralement, les gens pensent que c'est 2 acteurs, mais c'est 4 acteurs. Il y a le corrompu qui gagne, il y a le corrupteur qui gagne, et il y a la part des yeux qui ont vu, les témoins qui gagnent, et enfin, il y a ce qu'on appelle la victime, qui est la tierce personne. Et dans toute forme de corruption, vous avez les 3 sont gagnants, le corrupteur, le corrompu et la part des yeux qui ont vu, le témoin, parce qu'il y a toujours un témoin. Quand vous voulez détourner, par exemple, je donne un exemple terre à terre, hein, que vous voulez détourner 1 milliard dans un compte de l'État, si vous êtes un ministre ou un directeur, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin des techniciens, des comptables et tout ça. C'est ce qu'on appelle la part de ceux qui ont vu, des yeux qui ont vu. Les yeux qui ont vu passer l'acte de corruption là. Okay. Et la victime. La victime peut être un individu, ça peut être tout un État, comme nous sommes actuellement. Le Burkina est victime de toute la mafia qui est organisée sur la prédation de ses ressources. Alors, M. Damiba, nous allons marquer une pause pour suivre un extrait d'un film intitulé Espoir, démocratie. C'est un film qui nous replonge dans l'élection présidentielle de 2015 et qui aborde le thème qui nous concerne aujourd'hui. Nous allons suivre l'extrait et revenir sur ce plateau. Nous sommes venus aujourd'hui
dans la région de l'Est, et plus précisément à Fada, pour tenir un meeting dans le cadre de la campagne politique pour l'élection présidentielle et législative du 29 novembre 2015. Mais au lieu d'assister à un meeting, nous avons assisté à une insurrection populaire pour la victoire du MPP le 29 novembre 2015. Okay? And I'm going to make a noun from this verb. Okay? The verb here is to. Ceux qui veulent devenir président, ils nous disent des choses, c'est-à-dire que des choses flattantes, si vous nous votez, on va faire ceci pour vous. Mais au cas où on les vote, ils ne le font pas. Au cas où ils deviennent présidents, il faut pas qu'ils nous oublient et qu'ils nous aident aussi à avancer. Il y a plusieurs paramètres qu'on voyait très bien. Il y a d'abord la question des moyens financiers. C'était disproportionné entre le concurrent et moi. Bon, eux, ils ont été portés par une coalition internationale d'intérêts qui ont mis à leur disposition un budget qui était très loin, au-delà de ce que notre parti pouvait offrir. Et on l'a bien senti, hein, avec toutes les libéralités qui ont été faites et tous les cadeaux qu'ils ont faits aux grands électeurs et jusqu'aux dernières heures même de la campagne. Donc ça a été un facteur déterminant. Quand vous avez un parti qui est capable d'aller dans un village, de distribuer des motopompes, de donner de l'argent aux chefs coutumiers influents pour qu'ils rabattent le bétail, ça fait quand même la différence. Parce que c'est des zones où ces gens-là ont un poids donné. Et c'est là où l'argent a fait la différence. Et on a vu quand même que l'argent a coulé à flot. Alors, M. Damiba, vos réactions? Oui, on constate que la base de la corruption dans une société, c'est d'abord la corruption électorale, surtout quand c'est des sociétés d'état de droit. Parce que l'état de droit est fondé sur l'expression, la libre expression des citoyens pour choisir ses dirigeants, pour choisir le mode de gouvernance qui va donc les guider tout le long de leur vie, pour choisir le mode de collecte des impôts. Donc, l'état de droit est fondamental dans ce sens-là. Mais si la corruption intervient dans le processus de l'état de droit, ça dévie tout le fondement de l'état de droit. Ça veut dire que la corruption devient la plus grosse violation des droits humains quand vous êtes dans un état de droit et quand vous voulez faire un processus électoral. Vous imaginez la corruption électorale, quel effet elle a dans tout le système de gouvernance d'un pays. Le monsieur, il vient, il vous tend 5 000 francs, il gagne 1,5 million d'électeurs. Sur les 1,5 million d'électeurs de son suffrage, 70%, il les a eus par les billets verts ou par les dons de t-shirts ou je sais quoi. Il gagne le pouvoir avec ce mode de campagne électorale, ou en tout cas ce mode d'accès au pouvoir. Il est déjà monté sur des escaliers de corruption pour accéder au pouvoir. Il ne peut pas diriger le pays avec intégrité. Tous ces actes qu'il va poser vont être entachés de corruption, que ce soit par le vote de loi. Parce qu'il suffit que quelques opérateurs économiques, quelques entreprises bien intentionné, vient lui verser des billets de banque, il va faire voter des lois sur le code minier, sur les taxes, tout ça, favorisant ceux qui l'ont aidé à avoir le vote. Vous voyez? Donc tout le système va être corrompu parce qu'on a été élu par des votes de corrompus. C'est le fondement d'un état de droit. Avoir un système électoral intègre. Or, tout le combat que les gens mènent, justement l'opposition, les partis qui n'ont pas encore gagné, avoir accès au pouvoir, c'est ce combat-là qui mène que les élections soient. Vous entendez le même discours qu'on dit, les élections crédibles, transparentes et ainsi de suite. Donc tout ça montre que jusqu'à présent, on n'a pas ça. Moi, j'ai assisté aux élections passées en tant qu'observateur. Et après, quand j'ai lu les rapports de Renlac sur ces questions de corruption électorale, ça ne m'a pas étonné. J'ai vu, juste à côté de mon bureau de vote, une petite maisonnette où les gens devaient passer, prendre chacun 5 000, récupérer leur carte d'électeur et venir voter.
Vous croyez que c'est cette méthode de sélection, mais la personne déjà a promis quoi? Elle a promis déjà l'argent direct, mais elle a promis d'autres choses qu'il ne pourra jamais réaliser parce que ces gens-là ne croient même pas à ses promesses. Ça commence déjà à l'électeur qui ne croit pas aux promesses, mais comme le candidat qui veut diriger le pays ou qui veut avoir un poste électif, lui-même ne croit pas à ses promesses, il est évident que voilà ce qu'on en récolte. Au Mali, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes élu, au bout d'1 an, moins d'1 an, vous êtes renversé, soit par un coup d'État, soit par un soulèvement populaire, soit par des contestations dans la rue, parce que tout ça montre que vous n'avez pas appliqué une gouvernance qui satisfait aux besoins des populations. Si vous arrivez au pouvoir en tant qu'intègre, et vous êtes sincère, les gens vont vous accompagner parce que tout ce que vous allez faire, si vous demandez aux gens de cotiser 5 francs, les gens vont cotiser 500 francs sans avoir à craindre parce que leur argent va être bien utilisé. Okay. Mais s'ils voient déjà que vous-même, vous avez utilisé l'argent pour corrompre les gens et avoir votre place où vous êtes là, personne ne va vous faire confiance encore. Donc, vous voyez que ça érode toute la confiance entre le citoyen et son dirigeant. Ok, M. Damiba, donc on remarque bien que le phénomène est bien présent. Mais comment la corruption arrive à impacter la bonne gouvernance? On peut dire que ça commence par le niveau individuel. Nous avons des citoyens au Burkina, comme dans bien d'autres pays, qui, quand ils veulent avoir un service public, leur premier réflexe, c'est est-ce que je connais, est-ce que j'ai un ami là-bas, est-ce que j'ai un parent, est-ce que j'ai un frère, ce qu'on appelle les PACS, les parents, amis et connaissances. Vous réfléchissez à voir si vous avez cette personne qui va vous faciliter l'accès au service. C'est déjà une très mauvaise intention. Donc, c'est un premier impact que ça dévalorise et ça rend les services publics très médiocres. Parce que si chacun pense de cette façon pour avoir accès à un service, vous arrivez à un engorgement. Vous allez avoir des files, parce que vous arrivez à l'hôpital. Si le médecin doit prendre ses parents d'abord, vous allez devoir attendre plus longtemps que prévu pour avoir votre soin. Ainsi de suite. Donc, vous pouvez imaginer dans d'autres places. Dans d'autres, à l'école, ou vous êtes à la police, vous êtes à la justice. Si chacun doit penser d'abord à servir son parent, son frère, sa connaissance, donc il y a un problème de qualité. La corruption nuit à la qualité de délivrance des services publics. L'État n'est plus capable de faire une bonne route. Regardez nos écoles qui sont construites. Quand on construit les écoles dans les communes, tout ça, les premières pluies, les premiers vents, les toits s'enlèvent, les murs tombent. Bon, évidemment, la personne en faisant ça a dû verser 5, 10, 15% de l'argent qu'il a pris à une agence publique, soit de la commune, soit de l'État central. Et ça détériore les services publics. Vous imaginez, au Burkina, vous n'allez pas avoir une infrastructure qui peut tenir 100 ans. Les routes, là, quand vous regardez les routes au plan international, une route, elle est faite pour minimum 15 à 20 ans. Nous avons des routes de 5 ans. Vous avez vu la route de Koudougou, qui a été faite, qui n'est même pas encore inspectionnée, avec des gros nids de poules, déjà, en moins d'une année. Ça veut dire que la personne, soit celui qui a passé le marché, soit l'entrepreneur, quelqu'un doit être poursuivi. Parce que ça détériore la qualité des infrastructures. Donc, les services d'abord, mauvaise qualité des services, les infrastructures, et quand on va plus loin, l'État n'est pas crédible. Personne ne fait confiance à l'État. Mais est-ce qu'en ce moment-là, il y a un contrôle ou un suivi qui est fait? Normalement, oui. C'est-à-dire que si vous regardez dans les différents organes qui ont été, disons, inventés par la loi, la Constitution, aujourd'hui au Burkina, vous avez la SELC qui est une institution constitutionnalisée. On s'est battu pour qu'il y ait un organe qui soit indépendant, qui ne réponde pas du président, du premier ministre, ni d'un député, ni de l'Assemblée, et qui soit à l'écoute des préoccupations du peuple. Aujourd'hui, nous avons une loi qui permet, par exemple, à ce que l'ASE puisse arrêter un ministre, un député, pour des questions de corruption. Parce que la question de corruption est à l'étape délit, il y a aussi le niveau crime, et l'ASE a la possibilité, sans avoir à demander qu'on ait levé l'immunité parlementaire de quelqu'un ou l'immunité d'un ministre, de le mettre en prison. Et la Cour des comptes qui a aussi un rôle de contrôle. Mais malheureusement, avant qu'eux, ils nous arrivent, parce qu'ils arrivent toujours ce qu'on appelle le merci après la mort.
eux, ils arrivent toujours quand l'acte de corruption est posé. Et dans le processus de droit des droits, comme on demande de protéger les droits des gens, il faut qu'il y ait une procédure judiciaire équitable. Et ça prend du temps. Ça peut prendre 10 ans. Donc, ce qui fait que les gens ont l'impression qu'on ne les sanctionne pas, alors que le processus a démarré. Il y a des gens qui sont sous les liens de la justice, bien qu'ils ne sont plus en prison, parce qu'ils ont détourné de l'argent de l'État, parce qu'ils ont mal exécuté les infrastructures. Actuellement, la SELC est en train de faire un fichier de toutes les infrastructures qui ont été mal exécutées. Ces personnes-là vont répondre un jour. Nous attendons souvent des termes macro-corruption, micro-corruption. Et peut-être pour dire qu'il y a une petite corruption et une grande corruption. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces deux termes? Est-ce que la corruption est à catégoriser? Bon, oui, pour le monde scientifique, le monde de la recherche, le monde des activistes, ils catégorisent. Il n'y a pas de mal à catégoriser, sauf que toute corruption est une corruption. Et je vous dis que la petite corruption que les gens qualifient de petite corruption ou de micro-corruption, qui est une corruption alimentaire, elle fait plus mal aux citoyens ordinaires qu'aux grandes personnes. Une personne qui détourne des milliards, qui devait être faite pour une route, vous ne ressentez pas ça immédiatement. Vous avez ressenti ça au fil du temps. C'est le développement d'un pays en général qui l'arrête. Mais quelqu'un qui vous prend raquette 1000 francs, le soir, quand vous allez arriver pour manger là, vous avez cette personne dans la tête parce qu'il vous a fait du mal. Il a pris votre repas dans la journée. C'est ça. Donc, ce qui fait mal à l'immédiat, c'est cette petite corruption où on raquette, où on prend l'argent des gens, ce qu'on appelle la corruption alimentaire. Donc, c'est évident qu'il y a des catégorisations, mais c'est on a fait ça parce que la petite corruption est fréquente. Quand elle est régulière, prenez la raquette. Quelqu'un qui va passer 1000 véhicules par jour à un poste de contrôle de police et qui retire pour ces 1000 véhicules passés, sur les 1000, 700 véhicules à raqueter, vous voyez le montant qu'il va avoir. Donc, de petites corruptions, vous pouvez facilement passer à grande corruption, donc à macro-corruption, ou à une corruption, ce que l'on appelle la corruption généralisée. Ça veut dire que c'est devenu une chaîne. Donc, ça veut dire que c'est logique de catégoriser la corruption. Oui, on peut catégoriser. Nous allons encore marquer une pause parce que nous avons permis aux internautes, à ceux qui nous suivent, de réagir en commentaire en laissant sur nos différentes plateformes, notamment sur la page Droit Libre TV, de réagir. Je m'en vais tout de suite lire d'abord la question, Monsieur Damiba. Pour beaucoup, la corruption nourrit l'insécurité. Êtes-vous de cet avis? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je lis maintenant les réactions des internautes. Il y a Banda Bandago. Pour ma part, tout va de pair parce que déjà, la corruption est une forme d'insécurité, donc ça va ensemble. Pour Burema Faso, la base réelle de nos problèmes, c'est la corruption. Elle mine la société et retarde le développement d'un pays. Corrompre, c'est amener quelqu'un à refuser l'éthique et d'agir malgré lui pour satisfaire le corrupteur influent. Tous les moyens sont donc possibles. Un FDS corrompu par un chef ou sponsor terroriste va toujours laisser les ennemis du peuple circuler et d'endeuiller les innocents. Où est donc l'avancée dans ce volet? La corruption est un drame. Il y a également Moyen Zerbo qui a réagi. Comme qui dirait, l'oisiveté est mère de tous les vices. La corruption est mère de tous les maux de la société. La corruption nourrit tout ce qui concourt à la destruction de la société. Et l'insécurité n'est qu'une des conséquences. Donc, il sera réduit même les conséquences de la corruption que le voit seulement comme nourrissant l'insécurité. En plus de nourrir l'insécurité, la corruption la fait germer et l'entretient dans l'esprit des populations victimes qui, à force de subir, finissent par se révolter et même s'adonner à des pratiques qui occasionnent l'insécurité et son corollaire de conséquences. Alors, Monsieur Damiba, ce sont entre autres les réactions des internautes. En tout cas, merci à tous ceux-là qui ont laissé des commentaires. Quelles sont vos
impressions à la suite de ces commentaires? Les gens ressentent, évidemment, on ne peut pas tout attribuer à la corruption par rapport à la sécurité, parce qu'il y a aussi des pays où il n'y a pas ce niveau de corruption, mais il y a de l'insécurité. Quand vous regardez des attaques terroristes dans certains pays européens, ce n'est pas que le niveau de corruption est élevé. Mais dans nos pays, évidemment, la corruption est en partie responsable. Moi, je dis chaque fois quand j'ai l'occasion de m'adresser au FDS, surtout les forces de défense intérieure, police, gendarmerie, eaux et forêts, douane, je leur dis, si vous arrivez à éradiquer le racket sur les routes, nous pouvons réduire le niveau de corruption, le niveau de l'insécurité de moitié. J'ai dit ça, je suis catégorique là-dessus. C'est vrai, je n'ai pas fait d'enquête empirique là-dessus. Mais si vous regardez comment fonctionnent les questions d'insécurité dans notre pays, il fonctionne par la défaillance que nous n'avons aucun système crédible sur le contrôle de nos routes. Nous ne maîtrisons pas nos routes. Or, pour faire la guerre dans ce domaine-là, d'insécurité, il faut maîtriser la route, il faut maîtriser les produits qui rentrent et qui sortent, il faut avoir une identité crédible. On n'a pas ça. Alors, M. Daniba, justement, comment arriver à lutter contre la corruption dans ce contexte d'insécurité? Ça commence par deux mouvements, là-haut et la base. Si il n'y a pas les deux mouvements qui vont ensemble, on ne peut pas réussir la corruption. Il faut qu'il y ait un dirigeant qui a à cœur de dire tolérance zéro de tout acte de corruption. Y compris son frère, y compris sa mère, y compris son propre fils. Il doit être capable de dire, si vous avez détourné 1 centime des biens publics, vous allez en prison. Ça, c'est ce qu'on appelle tolérance zéro. Ça vient d'en haut. Quand ça vient d'en haut, que ça touche même un propre membre de la famille, tout le monde va prendre peur et ça peut dissuader. Deuxième mouvement, c'est à partir d'en bas. C'est le citoyen ordinaire. Il faut que le citoyen sache qu'il est l'arme ultime de la lutte contre la corruption. Si, quand je parlais par exemple du racket des policiers, ou des douaniers, ou des eaux et forêts, ou tout ce qui est force de défense intérieure, gendarmes, tout ça, si on raquette 100 personnes, et que les 100 personnes commencent à refuser l'acte de corruption, l'acte de racket là, la corruption, le corrupteur là, ou le corrompu là, il va prendre peur. Ça va inverser la force. La peur va changer de camp. Or, actuellement, le gars qui a la force, de puissance de force, qui est un policier, un gendarme, un douanier, un eaux et forêts et tout ça, qui sont sur les routes, ils ont une arme, ils ont la force du pouvoir de l'État avec eux. Ils ont souvent même, ils ont le statut d'OPJ. J'en ai parlé avec certains. J'ai dit, mais quand vous êtes par exemple gendarme, vous avez le statut d'OPJ d'office. Si moi je suis X, je viens pour vous racketter, pour vous corrompre, parce que j'ai fait une infraction de routière ou quelque chose comme ça, vous êtes en mesure de m'arrêter pour flagrant délit de corruption. Ils ne le font pas. Pourquoi? Donc, vous voyez, la base doit pouvoir avoir un sens élevé d'intégrité. C'est ce qui nous manque encore au Burkina. Alors qu'on s'appelle pays des hommes intègres. Combien de Burkinabés ont refusé de poser un acte de corruption? Combien de Burkinabés ont refusé d'arranger une affaire et dit non, moi je vais aller payer, ça va dans la caisse de l'État. Ça, c'est ça qui nous manque. Voilà un peu pour votre question. Ok, parlant justement de ce côté-là, comment on va y arriver dans la mesure où on remarque une méfiance entre les forces de l'ordre et les citoyens? Si un agent de sécurité, police, gendarmerie, eaux et forêts, douane et tout ça, pose un acte de corruption, il rompt définitivement le pacte social entre lui et les citoyens. Parce que le citoyen, tous les jours, rencontre l'État à travers ces gens-là. Or, en le faisant, définitivement, le citoyen n'a plus confiance à cet agent de l'État. Et il n'a plus confiance donc à l'État. Et il réduit à cette personne à quoi? À un billet de 1 000 francs, un billet de 2 000 francs. Le policier est revenu, il ne vaut qu'un billet de 2 000 francs. Et parce qu'il devient même l'ennemi du citoyen. Pourquoi? Parce que le fait de racketter quelqu'un, vous le privez de sa nourriture quotidienne, vous le privez de ses projets, vous le privez de beaucoup de choses. Donc il vous prend comme votre ennemi. Et il ne va plus vous faire confiance pour traiter avec vous dans la lutte contre l'insécurité. Donc, moi je pense que ceux qui veulent, par exemple, réussir la lutte contre
la lutte contre l'insécurité dans nos pays doivent avoir des agents publics de la sécurité intègres à tout point de vue. Une fois, j'en ai proposé d'appuyer, d'accompagner un ministère ou en tout cas un ministre dans ce sens-là. Ils ne m'ont pas écouté parce qu'on a l'impression, les citoyens aujourd'hui, quand vous observez, que le racket est une forme tolérée depuis le sommet de l'État pour contenter la grogne des policiers, pour les permettre d'avoir un surplus de salaire. Or, ça nuit globalement sur la chaîne à la crédibilité de l'État et ça rompt la confiance entre les citoyens et l'agent de sécurité. Alors, M. Damiba, c'est sur tes propos que nous allons boucler notre émission d'aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est tout pour cette émission, c'est tout pour aujourd'hui. On espère qu'avec les réponses apportées par notre expert, cela a ajouté un plus, en tout cas, à vos connaissances, à votre savoir sur ce thème. Merci de l'avoir suivi. Le débat continue chez vous en allant justement sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.